Et si la politique, c'était aussi un moyen de nous réconcilier les uns avec les autres, nous réconcilier avec nous-mêmes, un moyen de prendre conscience du monde qui nous entoure, un moyen de nous réconcilier avec la nature. Aujourd'hui, on vous propose d'aller à la rencontre de cette génération qui s'engage. Qu'est-ce qui anime cette génération Greta qui marche pour le climat? Comment réinvente-t-elle des nouvelles formes de militantisme? Alors pour en discuter, c'est tout de suite avec notre invitée du jour, j'ai nommé Anna. Bienvenue Anna. Alors Anna Agueb-Porterie, dans ta biographie Twitter, tu te présentes comme indignée et émerveillée. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire une chose dans ce monde qui t'indigne et une chose qui t'émerveille? Ce qui m'indigne, c'est les inégalités croissantes entre les gens, entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Et ce qui m'émerveille, c'est la beauté de la nature. Alors, j'ai noté, chère Anna, qu'à l'âge de 24 ans, tu es ce qu'on pourrait appeler une militante professionnelle. Militante professionnelle, Oui. ce sera un terme à éclairer tout au cours de notre discussion. Comment est-ce qu'on devient militant? Est-ce qu'on est militant? Est-ce que c'est quelque chose, un appel qu'on reçoit? Dans ton cas, comment est-ce que tu as commencé à te définir comme militante? Je pense qu'on n'est pas militant, on le devient. Ça se développe, des pratiques militantes se développent, et je pense que, mais ça part effectivement d'une indignation, du fait que voilà, on n'est pas d'accord avec un discours dominant, avec un système en place, avec des choses qu'on aimerait voir changer. Et c'est à partir de là où on va tenter de faire bouger les lignes. Et pour ma part, je pense que ça a commencé très tôt, en fait, de mon expérience familiale aussi, parce que j'ai du côté de ma mère vient d'une famille assez plutôt aisée, française, catholique, et mon père d'une famille d'immigrés musulmans algériens. Et donc ça m'a permis très vite en fait de développer une conscience de classe et de me dire que j'étais pas d'accord avec les inégalités telles qu'on les connaissait aujourd'hui, quoi. Donc ça a été un départ. Et puis ensuite, il y a beaucoup de choses dans le monde qui fonctionnent pas aujourd'hui, et je me demande pourquoi. Est-ce que tu as compris que tu étais militante quand tu l'as déjà été, ou tu t'es dit un beau jour, voilà, j'ai envie d'être ça? Je pense que depuis toujours, j'ai voulu comprendre le monde dans lequel on vivait. Donc, attirée par les études de sciences politiques, par comprendre concrètement pourquoi les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, historiquement, anthropologiquement, j'ai toujours vraiment été intéressée par ça. Mais il manquait l'aspect toujours être utile. Comment on devient concrètement utile pour changer les choses, pour être utile auprès des plus vulnérables aussi. Et ça, je trouvais qu'on l'apprend pas en cours, on l'apprend pas dans les théories, mais on l'apprend en pratique sur le terrain. Et je pense que le militantisme tient surtout dans le fait d'être présent sur le terrain, de parler avec les gens, de les rencontrer et de pouvoir faire changer les choses ensemble, quoi. Donc ça serait plutôt un engagement par exemple associatif, humanitaire. Est-ce que c'est quelque chose un peu vers ça que tu t'es dirigé au départ? Alors, au départ, donc j'ai fait des études en sciences politiques, études internationales, et puis voilà, j'avais quand même cette impression de me retrouver, avec des personnes d'un même milieu social, qui allaient vers des postes de hauts fonctionnaires, dans la diplomatie, etc. Et c'est à ce moment-là où je me suis posé la question de, mais finalement, est-ce que je participe pas à reproduire le même schéma de domination que j'essaie de combattre finalement? Et c'est là où il y a eu plusieurs choses en vérité. Donc il y a eu un peu cette prise de conscience pendant que je faisais mes études, le fait que il y a eu l'épisode des Gilets jaunes, donc j'ai vu de loin parce que je faisais mes études au Canada, donc tout l'épisode des Gilets jaunes, je l'ai vu à distance, et je me suis toujours considérée comme révolutionnaire et qui voulait faire partie d'un mouvement, d'un élément charnière de l'histoire de mon pays, et le fait de pas être là, ça m'a assez frustrée. Donc c'est là où je me suis dit que j'avais envie de retourner en France. Parce que j'ai eu de la chance de voyager, d'être confrontée
plutôt à des situations d'extrême pauvreté dans certains pays. Donc oui, ça m'a amené vers la question humanitaire. Mais c'est pareil, l'humanitaire, c'est qu'on va en cours, on me dit l'humanitaire n'est pas politique. Et j'accepte pas ça, en fait. Pour moi, déjà, tout est politique. Alors, quand on essaie de dissocier les deux, et quand on voit aujourd'hui comment fonctionnent les grosses ONG humanitaires, et qu'on sait qu'il y en a certaines qui brassent autant d'argent que les entreprises, ça me pose problème. Donc, j'ai voulu aller effectivement vers un engagement terrain plus local, en tout cas vers des associations de plus petite échelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé un stage aussi à l'Alliance citoyenne, voilà, en tant que community organizer, donc organisatrice de communauté. Explique-nous ce que c'est l'Alliance citoyenne un peu. Alors, l'Alliance citoyenne, c'est la première association qui importe le community organizing, donc qui sont des méthodes, c'est des pratiques développées aux États-Unis, donc qui ont été théorisées par Saul Alinsky dans les années 30 et qui visent en fait à importer les tactiques syndicales de l'entreprise dans la vie de tous les jours. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est du syndicalisme citoyen. Donc on va mobiliser des personnes qui vivent des mêmes injustices ou inégalités au quotidien à apporter des revendications auprès de décideurs politiques. Donc c'est apprendre des techniques pour se faire entendre quand on trouve que les choses sont pas justes, quoi. Tout à fait. Ouais. Et surtout, c'est toucher les personnes qui sont généralement les plus éloignées de la vie politique, qui n'en prennent pas part, qui se sentent pas concernés, pas intéressés, et à raison. Et c'est effectivement aller les chercher. On appelle ça aussi l'aller vers, c'est-à-dire que par du porte-à-porte physique ou même numérique sur les réseaux sociaux, on va aller chercher ces gens-là, on va les mobiliser et ensuite on va les former à justement pouvoir prendre la parole en public, négocier avec des décideurs, à organiser des actions directes et non violentes, toujours dans une optique d'union fait la force. Tu as souvent eu en face de toi comme ça donc des personnes qui sont pas forcément mobilisées politiquement, qui sont un peu plus distantes. C'est un trait en fait d'opinion qu'on retrouve beaucoup dans la société. Hein. Oui. Les gens, on l'a dit à une autre occasion, parfois la politique c'est même presque un gros mot en fait. Les gens s'identifient pas trop à ça. Mais toi, quand tu as parlé de ton engagement, de ton militantisme, tu disais au départ, j'ai voulu comprendre le monde dans lequel j'étais et il m'a fallu prendre conscience pour utiliser ce que tu disais toi-même, hein, des mécanismes de domination que j'allais potentiellement reproduire. Donc, toi, tu as un parcours justement de prise de conscience. Oui. Qu'est-ce que ça te fait quand voilà, on a quelqu'un comme toi qui a pris l'habitude de prendre conscience de son monde et qui rencontre des personnes qui peut-être ont besoin de prendre conscience de leur monde. J'essaie de voir un peu ta motivation. Pourquoi tu vas à la rencontre des gens pour les mobiliser? Parce que je pense que tout part d'une idée, en fait, enfin plutôt que les idées, c'est comme des ondes et que à partir d'une simple discussion, disons, peut-être potentiellement un jour mener à effectivement cette prise de conscience-là. Donc pendant tout mon engagement, je me suis dit, ce que je voudrais faire, c'est semer une graine dans la tête des gens. Donc c'est qu'à partir d'une discussion qu'on va avoir sur tel ou tel sujet, peut-être que dans quelques années, elle s'en rappellera et peut-être qu'elle se dira, ah oui, effectivement, c'est plus que ce qu'on essaie de nous montrer, nous faire croire en fait. C'est plus simple que ce qu'on essaie de nous faire croire, parce que souvent c'est ah mais c'est trop compliqué, c'est pour ça que c'est comme ça, alors que non en fait. C'est une question de volonté. Et le problème aujourd'hui, pour arriver directement sur le sujet de la politique aujourd'hui, et pourquoi les gens ne s'y intéressent pas, c'est parce que c'est pas de la politique qu'ils sont dégoûtés. Parce que finalement, la politique, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos voisins, nos amis, notre famille. Mais ils sont dégoûtés de ce qu'elle propose. Et donc, au fur et à mesure, voilà, on s'en éloigne, on n'a plus confiance au gouvernement, dans nos dirigeants et même en nous-mêmes finalement, parce qu'on a l'impression que voilà, on va voter que pour élire, pas pour décider. Et finalement, qu'est-ce que ça va changer, quoi. Donc, c'est là où l'indignation est très importante par rapport à la résignation, parce que quand on est résigné, en général, c'est que on va plus avoir envie
justement de s'engager, de vouloir faire changer les choses, alors que l'indignation, elle reste là, et c'est la colère qui permet d'enclencher une perspective de changement, quoi. Dans cette dynamique-là, un peu de réconciliation avec la politique, ou en tout cas de renouveau avec la politique, il y avait l'initiative de la primaire populaire, qui avait pour ambition initialement un peu de rassembler les forces sociales et écologiques, on pourrait dire, autour d'une candidature unique pour les élections présidentielles françaises de 2022. Oui. Toi, tu y as participé, on pourrait dire un peu la candidate surprise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait Alors, j'en ai entendu parler, donc c'était 2021, début d'année 2021, donc peut-être aux alentours de mai. C'est un ami, Paul Poulain, avec qui j'ai notamment cofondé Notre Maison Brûle, donc qui lui est un expert en risque industriel. Et on l'a contacté en lui parlant de la primaire populaire, en lui disant qu'il cherchait à se faire connaître, en gros, il cherchait des candidates jeunes femmes. Et Paul a cité mon nom. Et c'est comme ça qu'il y a une personne, un militant de la primaire populaire, qui m'a appelé en fait dès le début et qui m'en a parlé. Il m'a dit si ça te tente, lance-toi, quoi. Et moi, je me suis dit, ouais, ouais, ça a l'air trop cool, en fait, ça a l'air trop cool. Et surtout, dès le début, on m'a dit, t'as besoin de 500 soutiens. Enfin, il faut que 500 personnes proposent ton nom pour apparaître sur la plateforme. Donc, je me suis dit, easy. En fait, ça l'était pas du tout. Parce que je me suis souvent pris des murs. En fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte, même auprès de ma famille, que c'est le simple fait de demander de proposer mon nom, c'est un engagement. Ah ouais. C'est un engagement, et même si on n'a pas forcément les mêmes idées, c'est ce qui revenait, c'est ouais, mais quand même, on n'a pas les mêmes idées, tout, on pense pas pareil. Bon, ça c'est sûr. De toute façon, penser pareil, ça c'est sûr et certain qu'on pense pas pareil. Mais là, ce que je te demande, c'est du soutien, quoi. C'est voilà. Bon. Au final, ça a quand même fonctionné. En fait, j'ai utilisé les mêmes méthodes de mobilisation que j'utilise dans mon travail, que la primaire populaire utilise aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai été vraiment intéressée, parce que les organisateurs de la primaire populaire, pour certains, sont partis se former aux États-Unis pendant la campagne de Bernie Sanders, notamment. Et voilà, je savais que ça fonctionnait. Donc, j'y ai vu vraiment quelque chose qui pouvait être historique si les candidats de parti acceptaient d'y participer, parce que moi, je débute aussi en politique, c'est ma première expérience, et c'est vrai que même si, bon, je me faisais pas trop d'illusions non plus, j'avais vraiment espoir qu'ils se disent, bon, ok, il y a vraiment une super initiative, on peut se mettre autour de la table et effectivement mettre de côté les égos et vraiment travailler ensemble pour faire gagner nos idées, quoi. Ce qui me paraît le plus important, plutôt que de faire gagner une personnalité. Il y a eu plusieurs étapes. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la plupart des gens qui ont entendu parler de la primaire populaire, ils en ont entendu parler après la phase de parrainage, la phase de soutien, etc. Donc, c'est-à-dire que il y a plein de personnes qui auraient pu se présenter, proposer, et la majorité des gens ne comprenaient pas d'ailleurs pourquoi il y avait si peu finalement de diversité dans les candidats proposés. Mais c'est parce que personne n'avait entendu parler de la primaire populaire avant, à part moi, à part le comité de soutien de Taubira aussi, qui du coup se sont mis à fond dès le début. Donc voilà, donc il y a eu cette phase de mobilisation où je suis allée chercher les soutiens dans mon entourage, à la ZAD aussi de Notre-Dame-des-Landes pour la première fois où j'avais été. Juste ZAD du coup. ZAD, c'est zone à défendre, zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, donc qui date, elle a presque une dizaine d'années maintenant, cette zone à défendre. Et il y a vraiment une communauté de personnes qui vit là-bas, ils ont créé leur propre village, quoi. Qui s'engageaient initialement en opposition au projet d'aéroport. Oui, et qui avait gagné d'ailleurs. Mais si je disais ça, c'est parce que si je raconte ça, c'est parce que c'est
le premier endroit où je suis allée chercher du soutien auprès de personnes qui ne votent pas ou ne votent plus depuis des années. Donc, c'était un exercice assez difficile, mais effectivement très intéressant et assez formateur. Bref, donc j'ai réussi à obtenir les 500 soutiens avant, peut-être une semaine avant la clôture de fin des parrainages. Parce que donc on avait les soutiens pour apparaître sur la plateforme et ensuite on devait avoir tant de parrainages pour faire partie des 5 finalistes, entre guillemets. Il y avait 5 hommes et 5 femmes. Et comme il n'y avait que 4 femmes, comme je suis arrivée en dernière, même avec quelques 800 parrainages, j'ai été dans les 5 finalistes femmes, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que félicitations, parce que c'est le résultat d'un travail, en fait. Ouais, mais c'était vraiment un travail de fond. En fait, c'est compliqué parce que moi, j'ai pas tenu un tableau qui me disait OK, cette personne a proposé mais non. Donc j'avais aucune visibilité sur à combien j'étais, quoi. Donc jusqu'au dernier moment, je savais pas si ce que j'avais fait, ça avait fonctionné, ça servait à quelque chose ou pas. Et donc c'est très valorisant quand même à la fin de se dire ah ouais, tu t'es lancé un défi et ça a fonctionné, quoi. Voilà. Comme on s'intéresse aussi aux formes un peu de renouveau démocratique, des modes de scrutin assez originaux, la primaire populaire avait aussi ça. C'est ça. Comment ça se déroulait le vote ? Le vote au jugement majoritaire. Donc il y avait trois nouvelles innovations, disons. Donc, les méthodes de mobilisation, de community organizing, le socle commun, donc le socle programmatique qui a été travaillé, co-construit avec les 13 partis de gauche avant le début du lancement des parrainages, etc. Donc, il y a quand même... C'est-à-dire qu'il y avait les mêmes idées politiques, quoi, la même vision. C'est ça, l'idée, c'était... il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord, des idées, des mesures phares qu'il faut absolument qu'on voit gagner. Ils ont contacté, donc ils ont mis autour de la table 13 partis de gauche aujourd'hui, qui ont élaboré donc ce socle commun de 10 mesures de rupture écologique, démocratique et sociale. Donc même si elles étaient assez larges, il y avait beaucoup de choses à être mises en place déjà. Ils ont juste écarté la question de la laïcité, de l'Europe et du nucléaire, il me semble, parce que ça divisait trop. Mais l'idée, c'était de montrer, bon, on est d'accord sur tous ces sujets-là, donc travaillons ensemble, quoi. Donc, le socle programmatique. Et la dernière chose, effectivement, c'était le vote au jugement majoritaire qui fonctionnait selon des mentions qu'on attribuait à chaque candidat. Donc, ça allait de très bien à insuffisant, sachant que normalement, c'est plutôt, il y a une partie aussi à rejeter, parce que ça permet d'être moins consensuel aussi, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Mais qu'il n'y avait pas dans ce cadre-là. Du coup, de très bien à rejeter, de très bien à insuffisant, et ensuite, on pouvait donc mettre ses notes à chaque candidat. Donc, au lieu de dire, voilà, je vote pour la personne A ou la personne B, Anna ou Taubira, de dire, Anna, je lui donne la mention très bien, et Isabelle, je lui donne le nom passable. C'est ça. La mention passable. C'est ça, mais le seul bémol, c'est que la question qui a été posée pour attribuer les mentions était autour d'une personnalité. C'était pour faire gagner l'écologie, la justice sociale, ce candidat est. Et là, on devait mettre très bien passable, ce qui est dommage parce que finalement... C'est presque comme voter pour la personne. Exactement. En fait, ça revient au même et c'est pour ça que le vote a été biaisé à la fin et que... Bon, on en reparlera plus tard, mais du coup, moi, j'ai eu du mal à accepter le résultat du vote parce que, et même sociologiquement, en fait, c'est vrai c'est des, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui soutiennent des partis aussi qui ont voté, je pense, voilà. Moi, j'étais vue comme insuffisante, mais parce qu'aussi, voilà, c'était que des candidats de partis qui étaient, enfin, je savais très bien que je faisais pas ça pour gagner, que j'allais pas me présenter comme candidate à la présidentielle ensuite, et que c'était plutôt, voilà, comme une candidature de témoignage pour porter des idées, etc. Donc, évidemment que si on me pose la question, est-ce que je suis pour faire gagner l'écologie? Ben non, en gros, enfin concrètement. Mais par contre, au niveau des idées, là, ça aurait pu être différent. Parce que pour revenir à cette fameuse primaire populaire, il se trouve que c'est
Christiane Taubira qui est majoritairement plébiscitée par les électeurs. Mais à ce moment-là, toi, tu décides de te dissocier de cette initiative, ou en tout cas de ne pas suivre cette consigne de vote, pour soutenir Jean-Luc Mélenchon et l'Avenir en commun, son programme. Est-ce que tu peux nous expliquer cette décision ? Oui, ça n'a pas été une décision facile à prendre, honnêtement, parce qu'en quelques mois, je suis devenue une figure publique, disons. Donc, un besoin de garder une certaine cohérence par rapport à toute la communication qui est faite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la campagne, je la vis de l'intérieur, donc depuis 6 mois. Donc, pour revenir un peu dans la chronologie, donc la phase des parrainages a commencé en juillet, de juillet à octobre. À partir de fin octobre, on devait annoncer si on participait ou pas au vote, parce que la primaire s'est transformée en investiture, après que les candidats de partis aient refusé d'y participer. Donc concrètement, ça a duré de juillet à janvier, la campagne. De l'intérieur, ça a quand même été vraiment difficile pour moi parce que j'étais seule, j'avais une équipe de campagne, c'était des jeunes qui donnaient de leur temps comme ils pouvaient aussi, donc on n'était pas professionnels, on se rendait pas compte de la charge de travail qu'il y avait, j'avais pas de notoriété, pas de réseau pour les médias, il y avait aucune réponse quoi. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment aller les chercher. J'ai fait des communiqués de presse, j'avais pas de retour jusqu'au moment où, effectivement, la primaire populaire commence à un peu plus à apparaître médiatiquement et là, il y a des personnes qui s'intéressaient. Mais voilà, je me suis confrontée à la pression des partis, au manque de visibilité, à aussi une pression même de la part de certains organisateurs de la primaire populaire, parce que j'avais l'impression d'être un obstacle des fois. On me faisait comprendre que soi-disant les partis avaient peur de moi, qu'il fallait que je me retire, ce genre de choses. Donc j'ai quand même été quelquefois mal à l'aise avec le traitement de ma candidature, où j'avais vraiment l'impression qu'en fait j'étais là pour avoir la casquette, pour que la primaire populaire ait la casquette populaire, mais finalement d'être un peu invisibilisée quoi. Donc ça c'est, et je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que je ne veux pas démonter la primaire populaire ou la descendre, ou voilà, je sais que ça part de plein de bonnes volontés, etc., mais que évidemment s'il y avait des choses à refaire je pense que si on pouvait le refaire, il y a plein de choses qu'on referait différemment et qu'il faut en tirer des leçons parce qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Donc pour revenir à la question de ma décision, c'est que depuis le début de la campagne, j'ai été claire sur le fait que je n'avais pas de programme, parce que mon objectif, c'était pas d'amener un programme de plus dans l'éparpillement, que aussi, si je gagnais, je rajouterais pas une candidature de plus, et que j'espérais que personne ne rajouterait une candidature de plus, parce que l'objectif, c'est de favoriser l'union et pas la division. Donc, déjà, Donc, quand tu dis candidature, c'est le nombre total des candidats à l'élection présidentielle. Oui. Donc, je voulais pas ajouter des nouveaux candidats. Des nouveaux candidats, effectivement. Peut-être pour ceux qui sont pas familiers avec le déroulement de la primaire, en fait, les candidats importants n'ont finalement pas souhaité se joindre à cette initiative, on va dire. Ça. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Oui. Donc finalement, ils continuaient. On voyait bien qu'ils ne pouvaient pas avoir une seule et même candidature pour les forces de gauche. Ils pouvaient. Ils voulaient pas. Parce que pouvoir, ils pouvaient. Sachant qu'en plus, il y avait que Jean-Luc Mélenchon, finalement, qui était en tête dans les sondages. Enfin, les autres, aujourd'hui, on sait que c'est des pourcentages très faibles. Et surtout que ils ont déjà été mis autour de la table pour travailler autour de propositions. Donc c'est là qu'on comprend que c'est vraiment une question de... Ils sont d'accord, en fait. Voilà, c'est que c'est vraiment des histoires un peu de bac à sable. Enfin, excusez-moi, mais je veux dire, pourquoi c'est comme ça? Parce que il y a des appareils politiques derrière, il y a des questions de financement, il y a des questions de partis historiques, il y a des questions d'égo aussi. Mais c'est aussi simple que ça. Ils auraient aussi pu dire oui et le faire, ils l'ont pas fait. Bon, le problème, c'est que la primaire populaire a vu le rassemblement comme une condition de réussite, mais n'a pas réussi à réunir les conditions du rassemblement.
Donc, le fait que Christiane Taubira gagne cette investiture, de 1, ça a rajouté une candidature de plus. De 2, le mandat qui lui a été donné n'était pas le mandat de rassembleuse qu'elle aurait dû avoir, c'est-à-dire de dire à Yannick Jadot, Anne Hidalgo, et même Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord sur ci, sur ça, s'il vous plaît, parce qu'elle a une parole médiatique, on l'écoute, etc. Donc, elle aurait pu se poser en marieuse, disons, mettez-vous d'accord, etc. Et puis, finalement, elle a tenté de... Comme si elle était un certain rapport de force, de les menacer de sa candidature. Moi, je proposerais ci, je proposerais ça, alors qu'on savait très bien qu'elle n'irait pas plus haut dans les sondages que les autres candidats, même accompagnés des efforts de la Prévention populaire, des militants de la Prévention populaire, elle n'aurait pas dépassé Anne Hidalgo ou Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. Ouais. Donc, de fait, son investiture était déjà un échec. Et aussi parce que, comme je vous dis, j'ai vu que pendant 6 mois, moi j'étais peut-être naïve de penser que j'allais me retrouver autour de la table avec Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot et que j'allais pouvoir les regarder droit dans les yeux et leur dire là il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Je vous parle en tant que vraie citoyenne qui d'habitude vous voit à la télé ou comme ça, et j'avais envie de leur dire les choses. Je pensais qu'à ça, mais ça n'a pas eu lieu. Et pour moi, ça n'aurait pas eu lieu dans les mois qui ont suivi le vote. Je me voyais aller jusqu'au vote et c'est tout. Et d'ailleurs, je me voyais surtout de pouvoir féliciter Jean-Luc Mélenchon pour sa victoire et dire au revoir et retourner à ma vie normale. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai dû prendre une décision. Est-ce que je garde une cohérence publique en soutenant un soi-disant vainqueur de la primaire populaire qui est voué à l'échec? Donc, ce qui voudrait dire que je fais campagne aussi pour cette personne qui, en plus, n'est pas du tout de ma ligne politique. Ouais, sans conviction, quoi. Sans conviction, exactement. Ou faire le choix de ma cohérence politique, de mes valeurs, de mes principes, et à ce moment-là, prendre position et soutenir le programme, parce que depuis le début, moi, je mets l'accent sur les idées et les programmes, parce que Jean-Luc Mélenchon, je ne le porte pas dans mon cœur. Enfin, je veux dire, pour moi, il fait partie du même petit panier élitiste des Taubira, des Jadot, etc. Donc pour moi, c'est vraiment les idées qui importaient. Et force est de constater que le socle commun s'inspire largement de l'avenir en commun et que si on veut vraiment faire gagner, comme la mission de la primaire populaire, on veut faire gagner l'écologie, la justice sociale, etc., le meilleur moyen de le faire gagner, c'est de promouvoir ce programme. Donc voilà, donc j'ai pris position. Le soir du vote, ça a été un peu... voilà, déchirant. Pardon ? Ça a été un peu déchirant. Déchirant, pas pour moi. Ouais. Pour certaines personnes qui, effectivement, je me suis rendu compte, après j'ai eu beaucoup de messages de « ouais, je croyais en toi, j'ai voté pour toi, je t'ai mis très bien, et en fait, tu reconnais même pas le vote et tout. » Donc je comprends que de l'extérieur, ça apparaisse comme une trahison, en fait, pour certains. Mais pour ceux qui me connaissent, connaissent mes valeurs, connaissent aussi toute ma campagne, etc., c'était cohérent. En fait. Donc, j'ai été en accord avec mes valeurs, mes principes et rassurée d'avoir pris la bonne décision au final. Parce que donc, j'ai rejoint le Parlement de l'Union populaire à la suite de ce vote, du résultat du vote. Après que j'ai pris position, ils m'ont proposé de rejoindre le Parlement et j'ai accepté. Le Parlement de l'Union populaire, qu'est-ce que c'est ? C'est... Eh bien, c'est un espace de travail et un organe de mobilisation. Donc, c'est-à-dire qu'il reste... il a débuté en décembre. Donc, moi, je l'ai rejoint en février. OK. Parce que j'avais envie aussi de prendre un peu le temps... Souffler, quoi. Voilà, exactement. Et c'est vraiment, en fait, clairement, c'est des groupes de travail où on préparait les marches, donc marche climat, marche féministe, marche pour la 6e République, marche des quartiers populaires. Et donc, c'est des militants avec un animateur et les militants qui vont organiser des événements, prévoir des meetings, etc., etc. Et il y a des conférences dans la journée qui vont présenter les livrets justice, pauvreté, etc. Et une conférence de Jean-Luc Mélenchon des fois à la fin. Donc tout ça, c'est tiré par le parti politique autour de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a 300, là, il y a un peu plus de 300 membres.
tous ne sont pas encartés France Insoumise. Et moi y compris, je suis pas encartée France Insoumise. Donc c'est inclusif en fait. C'est très inclusif. En fait, il y a c'est des personnalités ou pas. En fait, il y a des figures, mais la plupart des gens, c'est des gens comme vous et moi, des écrivains, des syndicalistes, des gilets jaunes, des comédiens, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pris la bonne décision, parce que quand je suis arrivée, il y avait du travail, de la diversité, tout le monde était très accessible, même les cadres de la France Insoumise, ceux qu'on voit d'habitude à la télé et tout, ben voilà, ils étaient là, ils t'écoutent, tu peux discuter avec eux, et ça m'a beaucoup plu. Quelque part aussi, par rapport à ta décision que tu as dû faire, l'avenir t'a donné raison, puisque finalement, par manque de parrainage, Christiane Taubira n'a pas pu présenter sa candidature, et donc la Primaire populaire a décidé de soutenir, en tout cas en partie, il y a eu des débats, mais l'avenir en commun. L'avenir en commun, une des grandes thématiques que vous portez, si tu me permets, puisque tu es impliqué dedans, c'est la question écologique, avec notamment cette question de la planification écologique. Peut-être est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots? Alors, je suis désolée parce que du coup, je repense à ce que tu disais juste avant sur la prise de position de la Primaire populaire. Non, mais je suis contente qu'on en parle en vrai parce que ça a été très compliqué en fait pour moi à la suite du résultat, parce que en fait tout le monde m'est un peu tombé dessus, surtout à la Primaire populaire, surtout les organisateurs qui m'ont considérée comme une traîtresse, etc. Et donc au final le fait qu'ils prennent position à la fin, moi j'ai reconnu mon erreur. Enfin, je leur ai dit, j'ai écrit une lettre, je leur ai dit que effectivement ça a été peut-être un peu trop vif, enfin, c'est-à-dire un peu trop spontané après le vote, et que ça a pu en déstabiliser certains. Eux n'ont jamais reconnu un peu leur erreur finalement de stratégie, mais très contente de la prise d'opposition de la Primaire populaire au final. Et je tenais à le dire parce qu'il y a des personnes qui se sont désolidarisées de la Primaire populaire après cette prise d'opposition. Et là, personne n'a rien dit. On les a applaudis, on a dit bravo, vous avez des convictions et tout, et voilà, donc je tenais juste à revenir là-dessus. Et pour la question de la planification écologique, je pense que le terme de planification est très important, et puis même Jean-Luc Mélenchon utilise bifurcation plutôt que transition. Et là, dernièrement, on entend beaucoup, il me semble que même Macron a utilisé le terme de planification écologique. Je voudrais pas dire de bêtises, donc ça, à voir, mais... à vérifier. Voilà, à vérifier, fact-check, mais je sais qu'il y a d'autres candidats qui l'ont utilisé, alors que, bon, Jean-Luc Mélenchon est quand même le premier à l'utiliser depuis un petit moment, et on le considérait comme un communiste, parce que disons que la planification, ça vient un peu de cette idée, cet imaginaire communiste de on a un plan quinquennal, voilà, sur 5 ans, il faut qu'on planifie ce qu'on produit, ce qu'on consomme, ce qu'on échange, parce que si on le laisse court selon le libre marché tel qu'il est aujourd'hui, ça ne s'arrêtera jamais. Étant donné que nous nous trouvons dans une urgence climatique qui est telle qu'on ne peut plus se permettre de dépenser à tout va, enfin de laisser plutôt des industriels polluer à tout va, produire à tout va sans qu'on puisse en connaître la quantité, la qualité, etc. Pour moi, c'est devenu une nécessité, effectivement, aujourd'hui, que de se dire, bon, il faut qu'on établisse un changement de paradigme dans notre manière de voir notre société de consommation, de production et d'échange, quoi. Donc, ça veut dire tout revoir à fond, quoi. Tout revoir à fond. Et c'est pour ça aussi que Yannick Jadot, pour ma part, je considère pas que c'est de l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'il fait une erreur de concilier l'écologie avec le capitalisme, en fait, et le libéralisme. Et c'est ça qui est assez, qui détonne finalement dans l'idée de planification écologique, c'est que on ne va pas laisser le libre marché décider de combien on pollue, de comment on pollue, de comment on produit, etc., etc. Okay. Voilà. Donc pour toi, il faut que la société ou l'État en particulier reprenne un petit peu les commandes et disent, voilà, pour le bien de la planète, pour un peu dire en raccourci, pour le bien de la planète,
c'est ça qu'il faudra produire dans telles conditions, dans telle quantité. Oui. Ce sera recyclé comme ça, puis il y aura des circuits courts, etc. Alors, je dis pas que l'État doit décider de tout, hein, vraiment pas. Et au contraire, je pense qu'aujourd'hui, on fait trop confiance à l'État même. Mais il y a effectivement des aspects, là, sur la planification écologique, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé, avec des questions géopolitiques, avec des questions... Voilà, on n'est pas tout seul. Et que si on veut pouvoir s'émanciper du système capitaliste, il faut déjà pouvoir, au sein de notre propre pays, être capable de mettre en place une société qui soit fondée sur un modèle différent. Et donc, si c'est pas le capitalisme, qu'est-ce que c'est ? Ça pourrait être, voilà, un mélange de communisme, de socialisme. En tout cas, c'est des termes qui ont été malmenés finalement pendant des années et qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, on diabolise. Mais c'est vrai, c'est qu'on là aujourd'hui, le communisme, c'est quoi ? C'est la Chine et c'est la Russie. Mais non, c'est pas un régime communiste, c'est ni un régime, c'est des régimes autoritaires, dictatoriaux, mais voilà, l'essence même du communisme ou du socialisme, c'est pas ça. Juste pour revenir à la planification et à la question de la production, c'est que par exemple, le recyclage, ça pourrait être plutôt à l'échelle locale qu'on va définir effectivement comment on va réutiliser les produits recyclés, voilà, comment on va réinvestir dedans, mais parce que on a besoin d'une stratégie nationale en termes de mesures environnementales, la planification écologique me paraît le meilleur moyen. Mais on pourrait te dire que donc, tu as désavoué un peu Yannick Jadot, les écologistes, etc. Mais on sait bien que Jean-Luc Mélenchon a un message très proche des questions environnementales, etc., que ça le concerne. Il n'est pas d'abord vu comme un écologiste, il n'est pas d'abord vu comme... c'est pas la marque centrale de son engagement, même si c'est très visible. Mais toi, personnellement, comment tu situes ton écologie, alors, du coup? Parce que si tu t'engages pas auprès du candidat qui est vu comme le candidat écologiste, et tu as aussi des critiques par rapport au candidat vu comme le candidat écologiste, comment est-ce que toi, tu t'y retrouves? Mais c'est vrai que j'ai des critiques en fait envers tous les candidats. Là, Jean-Luc Mélenchon, je pourrais avoir plein de critiques aussi. Moi, je pense que c'est peut-être pas le moment, mais je me considère quand même plus radicale en fait. C'est ça que Yannick Jadot qui veut faire de la belle écologie. J'appelle ça de la belle écologie où c'est joli en fait, sur un fond vert. Jean-Luc Mélenchon qui veut faire de l'écologie pratique, technique parce que voilà, il a un programme et qui veut montrer que par certains types de mesures on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire le réchauffement climatique, etc. Ma vision de l'écologie est plus politique et plus spirituelle aussi. Donc c'était en fait j'apprécie beaucoup la notion d'écologie sociale qui a été théorisée notamment par Murray Bookchin, qui est un philosophe libertaire américain. Et petite précision, c'est vraiment son livre « Une société à refaire » qui a changé ma vie, en fait, qui m'a changé la manière de voir la politique et de voir les concepts, parce que donc il parle d'écologie sociale, mais il parle aussi d'intérêt général de l'humanité. Donc le fait que, parce qu'on est tous des humains, on a forcément des intérêts communs, à savoir se nourrir, se loger, être en bonne santé, avoir des bonnes relations dans notre vie de tous les jours. Et pour moi, c'est à partir de ça, on pourrait rassembler tout le monde, en fait. On pourrait définir effectivement qu'est-ce qu'est l'intérêt général aujourd'hui et faire en sorte que la politique défende cet intérêt général de l'humanité et ensuite, les petites divergences, on le travaille ensemble, quoi. Mais il y a quand même une base... Pour la petite parenthèse, donc cette notion d'intérêt général, c'est on l'entend beaucoup dans les milieux de sciences politiques. Tout le monde maîtrise pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est l'idée que l'intérêt qui concerne la plupart, sinon toutes les personnes à la base sur un territoire, dans un pays, devrait être supérieur et devrait être celui que poursuit l'État. Et là, l'idée, c'est de dire que c'est l'intérêt de tous les êtres humains qui doit
prévaloir. Qui doit prévaloir, Ouais. évidemment. Mais c'est normal que tout le monde n'ait pas la même définition parce que c'est très mal défini. Et d'ailleurs, c'est un terme c'est français. C'est-à-dire que, par exemple, en anglais, empowerment, on peut pas vraiment le traduire en français. Public interest, c'est pas intérêt général. Donc pareil, intérêt général, on peut pas vraiment le traduire dans d'autres langues. Et c'est assez flou. Mais aujourd'hui, quand on va regarder les définitions de politique publique, par exemple, elles disent concrètement les politiques publiques visent à défendre l'intérêt général. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est l'intérêt général finalement? Donc c'est vraiment important et moi j'en fais vraiment mon cheval de Troie parce que peut-être on pourra y revenir dessus sur les questions de démocratie, etc. Mais je pense que c'est ça, aujourd'hui, on va défendre une notion d'intérêt général quand force est de constater que, et il y a des sondages qui le prouvent, qu'on a conscience que nos dirigeants vont plus défendre des intérêts particuliers qu'un intérêt général au nom du peuple français, mais alors que on s'en fout, ou ça nous concerne pas, ou on n'aurait pas envie qu'ils fassent ça en notre nom, quoi. Et pour revenir donc à la question de l'écologie, je suis désolée, je pars dans tous les sens. C'est bien, on a clarifié un concept. Donc, donc la notion d'écologie sociale, théorisée par Murray Bookchin, part du principe que tant qu'on se positionnera en tant que dominant ou ennemi de la nature, il y aura des systèmes de domination et d'oppression dans nos relations sociales. Ce qui veut dire que finalement, la lutte écologiste serait l'aboutissement de toutes les luttes sociales, à savoir du peuple contre les rois, des femmes contre des libérations de la parole des femmes contre les hommes, de la décolonisation. Donc c'est-à-dire qu'on a vécu plein de révolutions, civiques, etc. Et que la dernière révolution, ce serait une révolution donc écologique qui comprendrait un aboutissement de toutes ces luttes. Donc pourquoi je dis que pour moi c'est la seule vraie écologie? Parce que elle part de notre relation à la nature, au monde, avec le fait naturel, avec le fait qu'on oublie trop souvent qu'on est une évolution complexe de millions et de millions d'années, qu'on a traversé des ères, des époques, des civilisations, que des choses, on en a vu, que le monde n'a pas toujours été tel qu'il est, le monde n'est pas figé, le capitalisme n'est pas la seule solution, on peut aller vers quelque chose d'autre, mais tant que, on se considérera pas comme tel, on oubliera notre passé et du coup, on empêchera d'imaginer un futur, ce sera difficilement on arrivera à régler nos problèmes sociaux, écologiques, contemporains, quoi. Donc ça va prendre du temps. Ouais. Parce que c'est un travail de prise de conscience aussi. Exactement. C'est de ça. J'allais le dire. Ouais. Mais oui, mais ça c'est aujourd'hui la plupart des gens, ils ont vraiment l'impression que c'est comme ça changera pas. Oui, mais attends, je veux dire des choses, on en a pas vécu de notre vivant, mais je veux dire, en tant qu'être humain, il y a plein de choses qui se sont passées, quoi. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a une possibilité infinie, une infinie de possibilités dans le futur vers ce vers quoi on pourrait tendre. Et je me dis que si y a une catastrophe naturelle un jour, parce que c'est souvent, quand on étudie l'histoire, on voit que la plupart des civilisations ont été décimées par une catastrophe naturelle qui arrive à un moment donné. Que ce soit en Égypte avec la sécheresse, que ce soit en Asie avec les inondations. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que ce sera. Mais si ça arrive, je pense qu'on va pas tous mourir. Je pense qu'il y aura des survivants. Bonne nouvelle déjà. Bon. Et je me dis que j'aimerais que ces survivants sachent pourquoi on en est arrivé là et de pas refaire les mêmes erreurs. Ok. Voilà. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Anna, parce que quelque part, c'est une des choses qu'on essaie de faire ici dans l'émission Politiquois, c'est de creuser les enjeux profonds, existentiels, parfois même spirituels, derrière les transformations de notre société. Et si je reprends ce que tu dis, pour toi, ton engagement politique idéal, l'écologie sociale, il passe par une prise de conscience et presque par une prise de conscience qui est même spirituelle, c'est-à-dire de notre rapport avec les êtres humains, avec les êtres humains du passé, avec le reste de la nature, et dire que tout ça doit informer, tout ça doit nous orienter dans la façon dont on vit aujourd'hui et dans la façon dont on vit en société.
Oui, ça touche un questionnement. Bon, l'émission Politique Ouest, c'est une émission Imago Dei. Et Imago Dei est un mouvement et un média qui veut stimuler des conversations existentielles, mais qui part aussi de cette observation qu'il y a, on dirait, des relations brisées de l'être humain à lui-même. Parfois, on a des ruptures, des fractures qui sont intérieures. Aussi de l'être humain entre les êtres humains. Et la politique est un des moyens où on essaie de réguler ça, puisque parfois c'est des rapports sociaux, des rapports de domination. Une fracture aussi qui est environnementale entre l'être humain et son environnement. Je pense que tu as mis en mots en fait ta perspective sur cette fracture-là. Et puis une fracture qui est existentielle, spirituelle, avec le divin, avec Dieu. Et que en fait, le fait de retrouver notre nature humaine, l'héritage biblique de notre civilisation utilise souvent cette expression, l'être humain est créé à l'image de Dieu, donc il y a une particularité vraiment chez l'être humain. Elle demande un petit peu de prendre conscience, de se poser des questions, d'être autocritique, et de faire l'effort de retrouver quelle est notre nature véritable. Donc c'est vraiment très appréciable en fait que tu puisses comme ça mettre en mots les questionnements qui sont les tiens et qui rejoignent en fait des questionnements sociaux qui sont les nôtres, qui sont les miens aussi en fait, et je suis sûr nos auditeurs partagent aussi. Oui, tout à fait. Je pense que je pense que l'être humain est fascinant. Autant l'être humain que le monde qui nous entoure, et que c'est ce qui soulève des questionnements depuis l'aube des temps. Qu'est-ce qui fait, qui suis-je, qu'est-ce qui fait la personne que je suis, mon environnement, et quand anthropologiquement, c'est fascinant de comprendre la formation des sociétés, comment on était des sociétés primitives qui passent à des sociétés guerrières et ainsi de suite, et telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mais il existe encore plein de différents types de sociétés. Mais je pense que aujourd'hui, effectivement, on perd cette foi, en fait, en la vie, tout simplement, parce que pour certaines personnes, c'est Dieu, c'est une personne. Pour moi, par exemple, pour ma part, c'est une énergie, ou c'est quelque chose. En tout cas, je crois au fait qu'il y ait quelque chose de présent qui nous guide, qui nous dépasse, qui nous guide, qu'on ne peut pas contrôler. C'est ça, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et aujourd'hui, ce qui manque, du coup, dans notre société, c'est des espaces de dialogue. C'est des espaces où on peut se retrouver, où justement, tu disais, la politique, ça sert à se connaître aussi, à se connaître, à s'appréhender, à se comprendre, à accepter la critique et à être plus tolérant, finalement, envers les autres. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, c'est ces espaces de dialogue où on peut se retrouver, on peut apprendre, discuter, échanger, partager des moments conviviaux, et ce qui fait que, finalement, on va être plus craintif, plus individuel. On va même avoir peur de parler avec notre voisin ou d'échanger avec quelqu'un dans le métro ou dans un bus, alors que ça pourrait être beaucoup plus... on pourrait être beaucoup plus ouvert. Après, c'est difficile parce que tu le nommais aussi, mais on a tous des bagages différents. S'il y a une chose sur laquelle je suis certaine, c'est qu'on est tous différents. Donc, de fait, on pense tous différemment et on a tous une éducation. Enfin, on vient d'une famille. On a les bagages de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Peut-être, si vous croyez aux vies antérieures, aussi de nos vies précédentes. Donc, on part tous avec des éléments différents qui nous traumatisent ou nous aident d'une certaine manière. Donc, c'est toujours très compliqué à appréhender, mais je pense que il y a quand même une chose importante à garder en tête, c'est que de toute manière, on est tous différents, mais que cette différence fait aussi notre beauté, qu'on peut être unis dans la diversité parce qu'on est des êtres humains et parce que on a des intérêts communs qui pourraient faire en sorte qu'on soit tous épanouis en fait sur cette planète. Parce que juste pour revenir à la question des inégalités, ce que je me dis, le problème avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que, en fait, ça me paraît tellement lointain, en fait, ces histoires de
voilà, faut travailler tant, autant pour survivre, il faut faire ci, il faut faire ça, alors qu'en fait, on pourrait, si on s'organisait localement, parce que là, c'est toujours des personnes qui décident pour nous, en fait, d'en haut, mais si on le voit dans plein de communautés à petite échelle qui décident ensemble pour elles-mêmes, elles sont beaucoup plus heureuses, en harmonie aussi avec la nature, quoi. Cette unité dans la diversité, toi, tu l'as vécue personnellement, puisque comme tu nous as expliqué tout à l'heure, tu es né d'une part d'une mère française, aisée, de tradition catholique, et puis d'autre part, ton père qui est issu d'une famille d'immigrés algériens, musulmans, de tradition musulmane. Tu nous as expliqué que pour toi, il y avait quelque chose que tu nommerais pas forcément Dieu, mais ouais, quel a été un peu ce cheminement familial et personnel par rapport à la religion? Alors, je pense que mes parents m'ont souvent partagé, surtout ma mère, parce que ma mère a été envoyée, elle était dans une école de bonnes sœurs, et elle était plutôt rebelle en fait finalement en grandissant. Et je pense qu'en fait mes deux parents vivaient dans des familles où la religion était très présente, et ils ont voulu s'en émanciper on peut faire grossièrement, hein. Moi, j'avais l'impression que, voilà, ma mère, c'était la rebelle qui sortait avec le jeune arabe du quartier. Non, mais auprès de ses parents, c'était vraiment vu comme ça, quoi. Et donc, stéréotypement, mais c'est vrai. Ma mère, on en avait encore la discussion là dernièrement, elle me disait quand elle était jeune, elle priait tout le temps. Elle était très pratiquante jusqu'à un jour où, qu'est-ce qu'elle m'a dit, son déclic? Oui, en cours d'espagnol, elle me raconte qu'en cours d'espagnol, elle apprend que les colons, en fait, ont massacré des millions d'indigènes au nom de Dieu. Et elle m'a dit, c'est à ce moment-là où j'ai complètement eu un déclic, où je m'en suis un peu éloignée. Mais il y avait aussi la pression familiale, évidemment, hein, qui pesait, voilà. Et mon père n'a jamais été pratiquant, mais aussi avait un besoin de s'émanciper de la religion. Il avait 7 frères et sœurs qui, eux, pour certains, pratiquaient, etc. Et donc, du coup, j'ai vraiment été éduquée dans une ouverture à la religion. Enfin, c'est-à-dire, c'est moi qui décidais si je voulais aller dans telle ou telle direction, mais c'était plutôt dans une version tolérante, respectueuse des autres et des religions. C'est-à-dire, j'accepte que tu crois en quelque chose et que tu suives ta pratique, etc. Par contre, il y a ce truc-là de pas vouloir m'imposer tes croyances. Je veux dire, je partage, et je trouve ça, encore une fois, la question de la fascination ou même de l'émerveillement, ça m'émerveille un peu d'un côté de me dire, bon, il y a quand même énormément de gens qui vont croire à une certaine chose en particulier, mais j'ai une relation assez particulière à la religion parce que moi, je me considère comme n'ayant ni maître, c'est ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître, c'est ça, mais pourtant, ce que je prône, je pourrais le considérer comme une sorte de religion ou comme une sorte de... En fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bhagwan Osho. C'est un gourou indien qui a créé... il a partagé, c'était dans les années 80. Fascinant cette histoire, je vous conseille de regarder. Ça s'appelle Wild Wild Country. Ils ont fait une série sur Netflix à ce sujet. Et c'est fascinant parce que c'est un gourou parti d'Inde qui, autour des valeurs d'amour, de partage, de bienveillance, veut créer une nouvelle religion et en fait réussit à rassembler 500 000 personnes en quelques jours venues du monde entier. Il trouve sa ville, il trouve ses trucs et voilà, il crée sa religion, quoi. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable que autant de gens se rassemblent autour de ces valeurs. Donc, c'est possible de rassembler autant de gens autour de ces valeurs. 2, ce qui fonctionne pas, c'est d'avoir une personne à la tête. Donc, le fait quand il y a un leader qui va prêcher la bonne parole, eh ben, si, en général, il y a une question d'ego, de trucs, quand cette personne tombe, tout le monde tombe avec, donc c'est terminé. Donc, ça m'a... Je suis désolée, je suis encore partie dans un autre sujet, mais c'est pour venir à la question de la religion, pour dire que je l'accueille, en fait, aujourd'hui. Je suis pas, moi, je veux pas me dire anti-religion, j'aime pas, de toute façon, me dire pro ou anti quelque chose, mais je pense que la religion, elle est importante pour beaucoup de gens aujourd'hui, je le comprends. Après, j'aimerais que
j'aimerais que les gens puissent être capables de... Enfin, oui, non, je veux pas dire de bêtises, c'est vraiment compliqué, en fait, comme sujet, mais... parce que j'allais dire que les gens suivent leur voie, mais en fait, les gens qui croient à un dieu ou en des règles à appliquer ou à suivre, pour eux, ils suivent leur voie aussi. Ce que j'aimerais juste, c'est que être sûr que c'est vraiment ce qu'ils cherchent, quoi, ce dont ils ont besoin. Que ça soit pas quelque chose de subi, mais dont... Voilà, exactement. Ouais, exactement. Et c'est juste que, historiquement, il y a eu 2 étapes. Il y a eu des étapes de croyances énormes à l'échelle humaine, où en fait, on croyait dans beaucoup de choses et on n'était pas soumis, justement. C'était parce que on y croyait vraiment. Ça allait partir, voilà, de nos convictions personnelles. Mais bon, il y a eu les périodes églises féodales qui, là, ont impliqué une soumission beaucoup plus importante des êtres humains. Et aujourd'hui, j'aimerais, en tout cas, que les gens retrouvent foi en quelque chose de plus grand que finalement une église ou quelque chose à suivre. Je sais pas si, une institution à suivre. Je sais pas si je me fais comprendre. Ah, c'est très clair. Ouais. Bon. Parce que c'est vrai que c'est délicat un peu comme sujet, parce qu'il y a tout type de croyances, finalement, la foi, et c'est ça que je trouve beau aussi. Et pour ça que je me dis que, en tout cas, la version de la laïcité, pour venir à la laïcité dans laquelle j'ai été éduquée, c'était une laïcité inclusive, où moi, je comprends pas pourquoi on dit que l'État ne devrait représenter aucune religion. Pourquoi ? Parce que la diversité aujourd'hui, c'est justement le fait qu'on a plein de religions différentes, qu'il y a des musulmans, des chrétiens, des protestants, des sikhs, de tout, en fait, des hindous. Donc, avec des ports de signes religieux ou pas. Mais même si l'État est considéré comme neutre, je vois pas pourquoi, parce qu'il y a des représentants de l'État qui portent un turban ou un voile ou quelque chose comme ça voudrait dire que l'État n'est pas neutre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'interprétation qu'en font certains pays, d'ailleurs. Oui, après, nous, on est en France, c'est assez particulier parce que pareil, cette laïcité, secularism, quand on traduit en anglais, c'est pas ça. Mais encore, même en France aujourd'hui, on en a des milliers d'interprétations différentes qui vont être instrumentalisées, qui vont être utilisées à certaines fins politiques, communautaires, etc., etc. Donc, je pense que ça aussi, c'est un bijou. Cette loi, finalement, est un trésor. Et malheureusement, aujourd'hui, on la tourne un peu, on l'instrumentalise. Voilà. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous définir la politique en une phrase pour toi ? J'ai pensé, la politique, ça peut être considéré comme une science, comme quelque chose d'institutionnel. Et pour moi, je le considérais comme un phénomène. Et donc, un phénomène qui permettrait de remettre donc l'intérêt général au cœur de la politique au cœur de nos vies et nos vies au cœur de nos cœurs. Waouh! Alors là... dis donc, on n'entendait pas ça. Bravo. Ouais, il faut terminer sur une petite... petite phrase poétique. Bravo. Anna Aguep-Portery, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Cette magnifique conversation qu'on a eue à 3 là, vraiment, de discuter de ton engagement, de ta compréhension de la politique, des rapports de pouvoir et puis de la dimension spirituelle qu'il y a dans la politique aussi. C'était très très intéressant. C'était Politiquois, l'émission où on parle de politique au-delà des apparences. Politiquois, c'est une émission Imago.dei. Pour plus d'infos, rendez-vous sur imagodei.fr et vos applis de podcast préférés. À la prochaine.